Match entre Lille et le FC Metz. Avant de parler du match en lui-même, parlons de ce qui s'est passé en avant-match, avec notamment ce très bel hommage des coéquipiers de Manuel Kabi, qui ont tous mis un maillot avec le nom et le numéro de Manuel Kabi pour lui rendre hommage, pour le soutenir dans ces moments très difficiles. Donc très bonne initiative quand même du FC Metz à ce niveau-là. On va en parler après dans le News Time. Grenade Forever, c'est pas les seuls qui ont eu une pensée pour Manuel Kabi. Grosse pensée, bien sûr. Grosse pensée, donc effectivement beaucoup ont pensé à lui. On va en parler dans la partie notamment du News Time. Mais donc effectivement, hommage avant-match de la part du FC Metz et des coéquipiers de Manuel Kabi. À noter aussi Lille sur son compte Twitter, enfin sur ses réseaux sociaux, qui a aussi rendu hommage, rendu hommage, pas forcément rendu hommage, mais en tout cas apporté son soutien à Manuel Kabi. Daedril est là également, salut Daedril. Nous partons donc dans ce match, triste match pour certains, pas grand chose à se mettre sous la dent, n'est-ce pas Grenade Forever, puisque Lille et le FC Metz se sont quittés sur le score de 0-0. Les Messins qui n'auront pas réussi à profiter des quelques opportunités pour surprendre les Lillois. Les Lillois n'ont pas su profiter de leurs nombreuses occasions pour ouvrir la marque et donc se relancer dans ce championnat, vu que actuellement c'est assez compliqué pour eux. Au classement, vous pouvez voir que les Messins, du fait notamment des autres résultats, à savoir la défaite de Dijon, la défaite de Toulouse et la défaite de Nîmes, s'en sort plutôt bien, dans le sens où le FC Metz n'est plus relégable, du fait de son match nul. Embêtant, on l'a dit, Grenade Forever, on l'avait dit en off, la victoire de Strasbourg. Un peu, voilà, ce qui est un peu dommage, parce que dans le même temps, Amiens avait perdu, Lyon avait perdu, Nice avait fait match nul, Brest avait perdu aussi. Donc on voit que là, sur la deuxième partie de tableau, beaucoup d'adversaires avaient perdu leur match, ou alors fait un résultat défavorable. Donc c'est toujours intéressant pour le FC Metz d'avoir récupéré un point sur quelques concurrents directs au maintien. On parle d'Amiens, on parle de Dijon, on parle de Toulouse, et on parle évidemment de Nîmes. Grenade Forever, nous allons parler un peu de ce match en détail. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton impression de cette rencontre ? Impression globalement positive du fait du résultat surtout. Autant offensivement, ça a été encore, je pense, détaillé, très poussif, mais on a retrouvé une solidité défensive comme on n'avait pas eu depuis le début de saison. Collectivement, j'ai trouvé qu'on a eu un bloc équipe qui était vraiment très serein. Après, le fait d'avoir peut-être joué pour Manu Kabi, ça a décuplé un peu nos forces, je pense, mais il y a eu comme j'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience post-Montpellier sur ce match, couplée à cette semaine un peu bizarre, qui a fait que on a su être très très solide pendant 90 minutes, parce que certes, Lille a quelques petites occasions, et Oukidja fait d'ailleurs un gros match, mais on n'a pas fait d'erreurs individuelles qui nous plombent à chaque fois nos matchs à l'extérieur, et on a su rester hyper solide. Donc c'est le point vraiment très positif de ce match. Effectivement, en plus, on peut un peu le dire sur les choix de Vincent Lyon en termes de 11. Quand même des choix forts. Alors on va parler, on est obligé d'en parler évidemment de ce qui s'est passé, notamment la tragédie par rapport à Manuel Kabi. Présence quand même dans le groupe de Kevin Endoram, qui peut être, qui peut susciter des interrogations. Et on parle pas de responsabilité de machin, ça ne nous concerne pas. Mais juste par le fait que mentalement, c'est pas évident de revenir après ce qui s'est passé. Intégré dans le groupe, intégré sur la feuille de match, ce qui fait sortir Marvin Gakpa de la feuille de match, donc du groupe au final, qui est donc le 19e homme. C'était un peu surpris ça, de voir Gakpa comme ça sortir, parce que je sais qu'en off tu disais c'est un peu osé entre guillemets
de garder Kevin Endoram, sachant que son état psychologique, et lui-même l'a dit, hein, encore une fois, on n'invente pas des choses, hein, il a dit sur les réseaux sociaux que ça l'affectait mentalement ce qui s'était passé. Est-ce que tu comprends ce choix, Grona Forever? Moi, je vais pas remuer l'huile sur le feu, mais non, je comprends pas du tout le fait pour moi, c'était inconcevable que Endoram soit dans le groupe. Déjà, pour lui, mentalement, pour moi, il était pas prêt, déjà pas pour être dans l'11, mais encore moins pour être dans le groupe. Donc, automatiquement, on prend la place de quelqu'un qui aurait peut-être. Puis même avec ce qui s'est passé, voilà, ça sert à rien. On n'a pas tous les éléments de possession, mais j'aurais préféré le laisser à l'écart de tout ça, à l'écart du groupe pour éviter de remuer le couteau sous la plaie, quoi. Mais après, en soi, à partir du moment où il est là, il y a une certaine logique parce que la semaine dernière, Vincent Union avait pris 19 hommes. Marvin Gakpa était déjà le 19e homme. Donc à partir du moment où Endoram est toujours là, je veux bien prendre que du coup Marvin soit le 19e homme. Et j'ai l'impression qu'il paye vraiment son match. Si on peut revenir à Gakpa, il paye vraiment son match de Coupe de la Ligue contre Brest. Clairement, je pense qu'il paye les pots cassés pour tout le monde. Mais bon. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Plusieurs choses. Alors avant de revenir, je remercie Gabriel Paoli pour s'être abonné à la chaîne, puisque vous avez vu la petite alerte sympathique quand quelqu'un s'abonne. Donc merci à toi pour ton abonnement. Pour revenir par rapport à Endora, mais je reprends ce que dit notamment Atlantis et aussi ce que dit Léo. C'est vrai que c'était peut-être pas la bonne solution d'écarter Endoram du groupe parce que il y a peut-être la volonté du staff, mais aussi des joueurs, de ne pas isoler Kevin Endoram dans ce moment qui est pas facile, mentalement parlant. Et que si il y avait eu une mise à l'écart du groupe juste après cet événement-là, peut-être que ça aurait eu un effet négatif sur Kevin Endoram. Et cela montre aussi que le groupe essaie de le soutenir dans ce moment qui est pas facile. Même si effectivement mentalement on peut s'interroger en se disant s'il avait joué, est-ce que je sais pas si derrière il joue et qu'il fait une erreur, quelque chose comme ça, le discours est pas le même. Un Grona Forever, il est pas le même si quelque chose comme ça arrive. Non, le discours est pas du tout même. Mais là, le fait de le dans le groupe juste pour entre guillemets ne pas l'isoler, je trouve ça. C'est pas le monde des bisounours, quoi. Alors c'est pas le monde des bisounours, mais moi personnellement, si j'avais été Vincent Ognon, je On pense que était les premiers à dire en début de semaine que ça serait inconcevable que Kevin Endoram soit dans le groupe quand même. Alors, moi je pensais Pas dans le fait, pas pour une punition, mais je veux dire pour lui mentalement, parce que c'est quand même son pote qui a eu un accident. Bon. Alors, je pensais comme toi en début de semaine de match, et j'ai eu une réflexion sur ça juste après le match, et je me suis dit, en fait, il a bien eu raison de le conserver quand même dans le groupe, parce que t'as pas envie, entre guillemets, que le gars, et on sait que les conséquences qui peuvent venir de cet accident-là peuvent être terribles. Tu veux pas, entre guillemets, perdre le joueur. Parce que tu sais pas comment le joueur peut le prendre, cette mise à l'écart. Donc ils ont fait un choix, le staff a fait un choix, appuyé par les joueurs également. Comme le dit Clément, hein, s'il reste chez lui, il gamberge encore plus. Ils ont fait un choix en se disant on va le garder dans le groupe, on va essayer de le soutenir quand même mentalement par rapport à ce qui s'est passé. Il faut aussi, je pense qu'il a beaucoup d'infinité dans le vestiaire, on a pu le voir notamment sur les différentes réactions sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ils ont fait ce choix qui peut se défendre pour certains, qui peut ne pas être compris comme tu le penses, Gonna Forever. En tout cas, voilà, il y a un choix qui a été fait, il a été assumé. C'est ce qu'on peut dire en tout cas. On peut dire autre chose par rapport à un autre joueur, un autre cas, c'est le cas du Divin Chauve. Nous avons fait donc, comme vous le savez, un podcast sur Coat the End. Hein. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas encore déjà vu. Coat the End que vous pouvez trouver donc sur la chaîne YouTube La Maison du Grenat. Coat qui, on se disait par rapport à ce qui s'est passé,
aurait pu avoir une chance d'être intégré dans ce milieu de terrain du FC Metz sur ce match. Ouais, mais Mais non. au moment, en fait, au moment où on pense ça, dans nos têtes, on pense aussi que ni Boy, ni certainement Stopila Sunzu devaient être présents, en fait. C'est vrai. Alors, effectivement, tu fais bien de le rappeler. Quand on a fait notre avant-match de la rencontre entre Lille et Metz, on était parti sur une théorie qui était que Delaine ne serait pas là. Et on va en parler juste après de Delaine, justement. Peut-être mieux. Ouais, au final, voilà, hein, il a peut-être fallu qu'il ne joue pas. Donc Delaine on pensait que Delaine ne serait pas là, on pensait que John Boy ne serait pas là. On pensait aussi que Sunzu serait pas forcément là. Mm. Donc on imaginait une défense avec Fofana derrière, avec peut-être Lowe qui serait intégré dans le groupe. Finalement, Delaine est de retour, John Boy est de retour, ce qui fait que tu as le retour de cette charnière centrale John Boy Sunzu et Thomas Delaine latéral gauche. Et donc forcément, Fofana, qui a pas vraiment de raison d'être sorti de ce 11, on le monte d'un cran et on le réintègre au milieu de terrain. Dès lors, il reste plus 36 000 choix possibles au milieu de terrain, quoi. Du coup, on relaisse tes hommes qui ont la confiance de Vincent Ognon en ce moment, c'est-à-dire Maïga et Angban. Effectivement, tu prends cette décision de garder une certaine continuité, et la continuité jusqu'à ne pas aligner certains joueurs, le cas de Coad. Comme dit Gabriel, c'est terrible la situation de Coad. Le problème, c'est que Vincent Lyon, on voit quand même que son équipe tient, entre guillemets, plutôt décemment lors des rencontres, et forcément, il va pas avoir de motivation à changer ce milieu de terrain-là, d'autant qu'on a été quasiment toute la communauté messine à dire non mais il faut arrêter avec ces milieux de terrain à profil défensif, faut mettre des mecs un peu qui ont de la créativité, qui font de la création. Donc à partir du moment où tu décides de garder Fofana en milieu défensif compte tenu de ce qui s'est passé récemment, de continuer à faire confiance à Maïga, et pareil, pas de motif de sortir Maïga du milieu de terrain, t'as un choix entre Angban, Nostraoré, Marvin Gakpa ou Coad. Forcément, le choix direct est pris de prendre un joueur un peu plus fort dans les transitions offensives. Forcément, c'est exclure Renaud Coad d'air, quoi. Puis voilà, là, tu vas à Lille, tu savais que tu allais prendre la pression, tu as voulu un peu muscler ton entrejeu, et au final, bien lui en a voulu à Vincent Ognon, parce que on peut reprocher Koa d'un tel ou un tel. Au final, le milieu qu'il a mis le samedi à Lille, il a tenu très très bien la route. Défensivement parlant, offensivement parlant, on va en parler, c'est une autre histoire, mais... Ah oui, mais je pense qu'on aurait signé des deux mains pour un résultat comme ça avant le match. Ah mais de toute façon, on vous le rappelle, hein, Lille n'a jamais pris moins que 3 points depuis le début de la saison à domicile par match. On est les premiers à leur faire perdre des points à domicile. C'est tout. Tu joues Montpellier et Lille. Avant de jouer Montpellier, on était relégable et on sort de ces deux matchs qui, sur le papier, étaient quand même hyper compliqués. Et au final, on n'est plus relégable en ayant joué ces deux équipes. Donc, c'est quand même globalement positif. Oui, même si on préférait gagner contre des concurrents directs Bien pour sûr, faire des bien sûr. résultats, ce qu'on appelle des résultats à 6 points, c'est-à-dire prendre 3 points et empêcher l'adversaire de prendre 3 points. D'où le fait qu'on parle Bien sûr. de matchs à 6 points. Mais effectivement, c'est un choix qui, alors pour venir à ce choix-là, qui malheureusement se poursuit, de ne pas l'intégrer dans le 11. Est-ce que l'avenir va être un peu plus intéressant comment dire, pour lui, c'est difficile à savoir. Mais on espère en tout cas que ça change. C'est vrai que là, il y a quand même une situation compliquée pour lui. Il y a eu des rumeurs Grenat Forever, notamment sur un possible reconversion du côté de Strasbourg pour Renaud Quad. Moi, j'y crois pas du tout, ça. T'y crois pas? Je dis ça parce que effectivement, Gabriel et Yams, enfin, non, c'est pas Yams, c'était Gabriel et
Ça a été Euh, sorti par un seul média. oui. Oui, effectivement, qui faisait référence au fait que comme Atlantis, vous savez, est un agent infiltré auprès des Strasbourgeois, a peut-être l'information que Kouad va venir chez lui. Non. Mais effectivement, un seul site a sorti l'information qui n'a pas été repris, donc après, est-ce que c'est vraiment une info déterminante? Ça, on verra bien. En tout cas, cette situation est très compliquée. Qu'est-ce que l'on va faire? On va tout de suite passer. Alors ça c'est le classement. Position moyenne Grenade Forever, j'aimerais pas avoir une analyse de la philosophie des deux équipes sur ce match. On peut voir sur l'image que vous avez à l'écran, à gauche c'est Lille, à droite c'est Metz. Les deux images sont parfaitement collées pour que vous puissiez entre guillemets comparer les lignes, toutes les lignes entre Metz et Lille. Donc vous pouvez voir que la ligne défensive de Lille est quasiment au milieu de terrain, alors que la ligne défensive du FC Metz est à l'entrée de la surface de réparation. On a subi Grenade Bah, Forever ce match quand même. ah bah on a subi, mais on n'était pas. On a subi, mais on a su rester avoir quand même une certaine maîtrise défensive tout en subissant. Parce qu'on a su avoir un bloc assez compact, on n'avait pas les lignes qui étaient distendues. Ouais. Et en phase défensive, on jouait quasiment à 5. Fofana était quasiment collé à nos deux centraux. C'était vraiment un 5-4-1, on peut dire, hein. Oui, parce qu'effectivement, Diallo est comme d'habitude très isolé vers l'avant. On a évidemment pu contempler les très longues relances du FC Metz qui sont un point négatif peut-être sur la Alors, on a performance d'Alexandre essayé, Okidja. On en parlera on a après, essayé, mais oui. on a essayé sur quelques situations de se projeter vers l'avant. Bon, c'était pas folichon, mais bon. Oui. Dans un match comme ça, je pense qu'il fallait se rassurer défensivement. On a su montrer contre Montpellier qu'offensivement, on avait des armes. Là, on s'est rassuré défensivement. Maintenant, faut prendre le mix offensif de Montpellier avec cette défense de Lille et, comme le dit Maïga, faire ce mix des deux pour enfin faire un match abouti des deux côtés du terrain. Mm. Pour rappel, possession de balle de Lille sur la première mi-temps 70%. Sur la deuxième mi-temps, on est encore à 70%. Donc en général, c'est une position de balle très Mais forte les de Lille, Lillois hein. qui ont l'habitude d'avoir énormément d'espace avec des Jonathan Iconé, des Bamba, là justement, ils ont été privés d'espace et ça les a bien emmerdés, hein, parce que ils n'ont pas l'habitude d'avoir aussi peu d'espace. Osimhen, je l'ai trouvé vraiment que Sun Boy il avait vachement bien pris. Enfin, il y a eu quelques opportunités où KJ est comme le dernier rempart sur l'action Ah quand ben, même. il en a parce que voilà, c'est un super joueur, mais je trouve que par rapport à d'habitude, où offensivement, ils ont cette capacité à se projeter vers l'avant via les côtés et à faire mal aux adversaires, je trouve que là, Metz les a justement bien contrecarrés à ce niveau-là, hein. Sur les actions lilloises, alors il y a eu 13 tirs au total pour Lille sur ce match, 5 tirs cadrés. Il faut quand même noter, il y a ces deux actions importantes en première mi-temps, avec le tir de... Au début, c'était Bamba, qui avait une action Mhm. très dangereuse, qui se met bien en position, mais qui ne cadre pas sa frappe. Il connaît aussi une action intéressante en première mi-temps, qui pareil, ne cadre pas sa frappe. On se dit, s'ils cadrent leur frappe, peut-être qu'elles vont dedans. Enfin, et là, si t'es mené en première mi-temps, la Metz, enfin, t'as plus la même analyse du match, quoi. Bien sûr. Est-ce que tu penses que sur ce match, on a beaucoup vanté l'efficacité défensive du FC Metz? Est-ce que on en fait peut-être pas un peu trop sur cette efficacité-là, compte tenu du fait que Okija fait 8 arrêts dans le match? Beaucoup de ballons ne sont pas cadrés. Quand on parle de 8 tirs qui ne sont pas cadrés pour Lille, hein, je parle. Même Ah si bah après, la défense, je suis d'accord que la défense de Metz gêne le tireur, et c'est le but aussi de la défense, hein, c'est de gêner les tirs pour qu'elles ne soient pas cadrées. Mais compte tenu des 8 arrêts d'Ukidja, est-ce que c'est pas un peu en trompe-l'œil, si tu vois ce que je veux dire? je pense qu'il y a un peu des deux. Après, contre ces équipes-là, il faut bien défendre et tu as aussi une part de chance que tu peux pas, que tu peux pas négliger.
Donc, bah voilà, les gars, Ukidja, le dernier rempart est fait pour ça. C'est dans des matchs comme ça, eh ben, il est là pour nous faire gagner aussi un point, quoi. Ma remarque, pourquoi est-ce que je dis ça? Je sais pas si vous vous en souvenez, mais l'année où Thomas Didillon est titulaire, première partie de saison, où on fait un très bon début de saison, on s'est beaucoup reposé sur ses exploits individuels, au point où on en disait, ben ouais, en fait, Metz a une très bonne défense. Malheureusement, à partir du moment où Thomas Didion n'avait plus cette même efficacité face à l'adversaire, et qu'on a commencé à prendre des buts, ben on s'est rendu compte que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, les bonnes performances de Thomas Didion. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit... Faudrait pas faire la même erreur avec Ukidja, quoi. Surtout sur ce genre de rencontre. C'est ça que je pose comme question. Ah, mais moi, je pense pas. Je pense qu'il y a eu un mix des deux. Il y a eu un bon gardien, il y a quand même eu une bonne défense. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé samedi. J'ai pas trouvé qu'on a été vraiment pendant 90 minutes où on était tendu à se dire sur chaque action lilloise, Lille va marquer. J'ai pas eu cette sensation. J'ai trouvé quand même une certaine sérénité sur le plan défensif, hein. En tout cas, il y a une chose importante, c'est le... On avait tweeté, je crois, à la mi-temps, Grenade Forever. L'objectif est atteint, on n'a pas pris de but en première mi-temps. Mine de C'est ça. rien, parce que, petit rappel hein, pour information, Metz a encaissé 90% de ses buts en première mi-temps. Mhm. Donc la première mi-temps était un gros point faible côté messin. Tu arrives au vestiaire avec un score de 0-0. D'ailleurs, tu dis tu vas profiter des quelques opportunités que tu peux avoir offensivement parlant en deuxième mi-temps. T'as tenté, notamment l'action dont on va parler juste à la fin de ce débrief sur Lille-Metz. Mais t'as tout tenté, quoi. Pas vraiment de Oui, regret. mais de toute façon, il l'avait dit, Vincent Lyon. Il a dit ce match-là, on va essayer de jouer avec nos valeurs et se rassurer défensivement. Donc, dans son discours, tu sentais que si tu arrivais à prendre un point miraculeusement, il signait tout de suite, lui. C'est ce qui s'est passé. Donc, bon. Après, c'est pas sur ce match-là, en fait, que j'attendais forcément à ce que Metz me montre un peu plus offensivement, en fait. Donc, je vais essayer de faire voilà, de relativiser les choses. Tu relativises et tu acceptes le résultat. Et je Ah, pense j'accepte le qu'on... résultat parce que Hmm. je pense qu'on l'a dit dans nos pronostics. Moi, je voyais Metz perdre. Je pense que beaucoup de monde, 90% de la communauté messine, nous voyait perdre à Lille. C'était la logique des choses. Lille a gagné tous ses matchs à domicile par 2 buts d'écart, à part Nîmes où ils font 2-2, mais ils marquaient toujours minimum 2 buts. C'est ça, à domicile, ouais. On est la première équipe à pas encaisser de but contre Lille. Hmm. Je pense que c'est quand même, on peut quand même être fier. Les joueurs peuvent être fiers d'eux, surtout dans une semaine qui, je vous rappelle, a été compliquée à tous les niveaux. Donc, Bon résultat à prendre. Pour information, j'avais dit 1-1. J'avais dit match nul. mhm. Voilà. Non, mais c'était vraiment assez inespéré. Beaucoup de personnes n'ont pas vraiment compris notre attitude. Pourquoi est-ce qu'on, en deuxième mi-temps, enfin, on disait oui, on joue le temps, mais on avait envie de leur dire, mais les gars, dans notre situation où on fait face à Lille, on tient un score nul 0-0, on tient un résultat que personne n'a réussi à obtenir à Lille. Enfin, ça aurait peut-être été différent si on avait été à domicile. Peut-être que la logique aurait été différente vu que Lille est une équipe qui a beaucoup de difficultés à l'extérieur. Mais là, Oui, ça aurait été autre chose. ouais, mais là tu joues à Lille. Non, tu prends pas de risque quoi. Clairement, c'est Gabriel qui dit secret prono. Ouais, hashtag secret prono. Mais oui, tu prends pas de risque. Donc tous ceux qui ont dit que oui, on jouait le temps. Enfin, j'ai eu beaucoup de gens nous critiquer là-dessus. Clairement, strictement rien à faire quoi. Ça c'est clair et net. On va parler de d'un homme, Alexandre Oukidja. Alors, très belle illustration comme vous pouvez le voir à l'écran de... Alors que c'est bizarre, mais pourquoi est-ce que le chat... Mais oui, attendez. Voilà. Illustration de Rémi, qui avait... c'est Bigrona qui a publié ça. Rémi qui a dessiné ce magnifique dessin où l'on voit Alexandre Oukidja qui dit Stopila, en parlant de Sun Tzu, hein, ramène-moi encore quelques parpaings. C'est vrai que Oukidja,
certains l'ont dit dans le chat, ne peut pas forcément tout faire tout seul. Il y a quand même cette charnière défensive Sun Tzu John Boy, dont il faut noter que Wakanda Forever, c'était le grand retour de cette charnière défensive. Une charnière qu'on avait plus vue depuis bien 4-5, moi je dirais même 5-6 matchs en arrière. Hein. Ouais. Bah, depuis la blessure de John Boy. Hein. Même avant. Ah, mais, oui, même avant, puisqu'effectivement, Fofana avait joué avec John Boy, effectivement. Voilà, c'était Sun Tzu qui avait été mis un peu au placard pendant. Voilà. Mais content de retrouver cette charnière et au final, je les ai trouvés, les deux ont retrouvé leurs automatismes et ça fait plaisir pour les deux là, quoi. Ouais, ça fait plaisir. Effectivement, la performance qui a été très remarquée, c'est donc la performance d'Alexandre Okidja. Pour information, vous le voyez à l'écran, l'équipe a fait son 11 du week-end, a mis une note de 8 à Alexandre Okidja, qui permet donc d'intégrer le 11 type du week-end. Là, pareil aussi, hein, on ne s'attendait pas forcément à voir cela. Mais... De toute façon... Ouais, tu disais, oui. On avait dit, pour se maintenir, il faut... Les équipes qui cherchent à se maintenir, ils ont besoin quand même d'un gardien qui va dans des matchs compliqués, des fois, essayer de leur ramener 4, 5, 6 points dans une saison. Et c'est ce qu'Okidja fait très bien, je trouve, depuis le début de saison. Alors, on peut se moquer de lui pour son jeu au pied qui n'est pas forcément flamboyant. Contre Montpellier, lui, la plupart de ses dégagements étaient merdiques. Et là, un match comme ça, franchement, il est magnifique, cet Alexandre Okidja. C'est vrai que faut noter que son jeu au pied est notamment... Alors... Ah c'est péché mignon, hein, on le savait de toute façon, donc... mais bon. Ouais, on savait, et on sait que c'est un point sur lequel il doit s'améliorer. Pas forcément évident pour lui, mais il faut qu'il s'améliore dessus. Il y a quelques matchs où il a fait quelques petites erreurs d'appréciation face à l'adversaire. Montpellier, on en a parlé. Il y a aussi, on s'en souvient contre Angers, hein, également. Mmh. Et c'est vrai que c'est bien de compter sur lui à ce moment-là. Gabriel, tu fais une mauvaise blague. J'ai vu, il a fait une blague sur Sun Tzu, Grenade Forever, t'y revois. Parce qu'il a dit quelque chose, voilà. Mais effectivement, donc performance qu'il faut souligner, que le dessin de Rémi illustre très très bien. Voilà le dernier rempart, celui qui fixe tout défensivement au FCMS, Alexandre Okidja. On va parler maintenant de ce qui vous a le plus énervé, alors que Fred est là. Salut Fred, j'espère que tu vas bien. On va parler de ce qui a été très énervant, à savoir la faute sur Thomas Delaine. Alors, avant de parler en détail, donc vous avez un petit visuel vidéo de cette faute. Deux choses à dire là-dessus. Cette vidéo-là, c'est Ultra of Mess. Donc un compte Twitter Ultra of Mess qui l'a posté. Pourquoi est-ce qu'on met pas une vidéo en meilleure qualité et extraordinaire? C'est parce que si on met ça, évidemment, nous allons nous faire bannir... nous allons faire copyrighter notre tronche par Canal+, ou par la Ligue, tout ça. Donc on fait avec les moyens du bord, comme on dit, pour éviter de se faire démolir par la Ligue. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, faute terrible sur Thomas Delaine. Il retombe très très mal sur la cheville, comme vous pouvez le voir. Hein. Action qui fait beaucoup parler, puisque sur ce tacle, l'arbitre ne donne pas un carton rouge, donne un carton jaune. En plus, le tacle, le joueur est... Et que voilà, il est assez dangereux. La position du joueur, elle est aussi, elle prête à beaucoup d'interprétations. Je te laisserai d'abord commencer, Grenade Forever, sur ce que tu en penses de cette faute-là, sans évidemment balancer des insultes envers l'arbitre, monsieur. Hein, on va pas dire son nom. Non, mais il n'y a pas de. Non, mais qu'est-ce que tu en penses en soi de cette faute? Est-ce que si tu prends du recul, est-ce que tu trouves des raisons de comprendre la décision de l'arbitre, ou est-ce qu'au contraire tu ne comprends absolument pas sa décision de mettre que carton jaune aux défenseurs de Lille? Ah, je comprends absolument pas. Développe, je te laisse développer. Déjà, c'est un tacle, les deux pieds décollés. Il a les deux pieds décollés du sol. Okay. Tacle par derrière, les deux pieds décollés. On nous dit dans les règles du foot, un tacle par derrière, les deux pieds décollés, c'est carton rouge automatique.
Ouais. Il met carton jaune, donc je me dis, bon, à la limite, voilà, il met carton jaune. Sur le moment, voilà. Il voit que Thomas Delaine ne se lève pas pendant au moins 2-3 minutes. Normalement, si quand tu fais une faute, que le joueur ne se relève pas, tu peux changer la couleur du carton. Ça s'est déjà beaucoup vu dans certaines situations. Mmh. Il change même pas la couleur du carton. Et ce qui m'énerve aussi, c'est qu'on a maintenant un outil qui s'appelle la VAR, qui est là pour aider l'arbitrage. Mmh. Il a même pas été consulté la VAR, quoi. Alors, Est-ce qu'on lui a dit à l'oreillette, t'as pas besoin de venir consulter, voilà. Ou est-ce que lui, il a dit, non, je suis sûr de moi, je viens même pas regarder les images. Ça me dépasse à un point, mais écoute, alors, je vais faire un peu l'avocat du diable. Vous allez pas m'aimer après ça, mais je vais vous expliquer la logique et j'aimerais aussi avoir votre avis d'ailleurs. Alors que je vois qu'il y a déjà des gens qui disent que c'est un scandale, c'est incompréhensible. un scandale, je n'irai pas jusque-là, mais bon. Non, mais je vais vous expliquer la logique, le semblant de logique que j'essaie de comprendre derrière ce qui s'est passé. Alors, pour commencer sur les deux pieds décollés, je suis convaincu que l'arbitre. Rix qui dit arrête tout de suite. Rix, laisse-moi parler s'il te plaît. Je vais expliquer. Moi, première chose, je suis convaincu que l'arbitre ne voit pas que le défenseur de Lille a les deux pieds décollés du sol. De ses propres yeux. Non, de ses propres yeux. Laisse-moi finir Grenade Forever et après vous pouvez m'attaquer, me salir tout ce que vous voulez, mais laisse-moi finir. Je suis pas convaincu qu'il voit que les deux pieds sont décollés du sol, premièrement. D'accord ? Deuxièmement, je suis pas convaincu qu'ils se disent cette faute-là annule une action de but parce que quand on voit la proximité du deuxième défenseur de Lille, il fait peut-être une interprétation que Thomas Delaine n'arrivera pas à se créer l'occasion de but. Vu que le deuxième défenseur, quand même, enfin, les deux défenseurs reviennent bien sur Thomas Delaine. Et que Thomas Delaine ne met pas dans le vent complètement les défenseurs de Lille. Donc, il y a ces deux éléments-là. À partir du moment où il décide, selon lui, que du fait de ces deux éléments-là, et je pense que c'est surtout le fait qu'il ne pense pas que le tacle annule l'action de but. D'accord ? Il met le jaune. Bon, il met le jaune. Déjà, il y a un truc qu'il faut tout de suite voir, c'est que à partir du moment où il met jaune et que le tacle de l'adversaire fait que Thomas Delaine est blessé puisqu'il sort sur Sivir, même sans présence de la VAR, d'accord ? Et tu dois changer ta décision. Voilà, c'est ça. Même sans présence de la VAR, normalement, le fait que l'action blesse le joueur comme ça l'a blessé, on parle de sortie sur Sivir quand même, hein, et le joueur souffre, il dit je peux pas continuer, il doit normalement passer du jaune au rouge. Mais du coup, c'est encore. Juste de ne pas revenir à la décision. Oui, juste laisse-moi finir en faveur, puis après je te laisse dégainer comme t'as envie. À partir de ça, il y a beaucoup de personnes qui nous ont sorti. Oui, mais souvenez-vous, Thomas Delaine face à Strasbourg quand il tacle Fofana. Non, mais attends, laisse-moi finir. Carton jaune est donné, le joueur est quand même blessé 3 semaines derrière, il sort du terrain après, l'arbitre aurait pu changer jaune et passer au rouge. On se dit, allez après tout, sur la base de ça, sorte de jurisprudence, il va pas changer pour passer au rouge. Bon, ok, très bien. Là où effectivement il y a une grosse différence, c'est que la VAR, contrairement à ce que l'on pense, l'arbitre, il faut pas dire que l'arbitre ne consulte pas la VAR. Les arbitres qui sont à Paris parlent continuellement avec l'arbitre. Il n'y a pas de situation où l'arbitre dit ouais alors la VAR, est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé ? Ils sont constamment en contact avec entre l'équipe à Paris et l'arbitre. Et c'est pour moi eux qui sont plus critiquables dans ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'équipe de la VAR à Paris, plutôt que Monsieur Bata, le nom de l'arbitre, hein, parce qu'il faut dire comme son nom. C'est que eux, ils ont plusieurs informations que n'a pas l'arbitre. Premièrement, l'équipe de la VAR voit que les deux pieds sont décollés du sol. D'accord ? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ils ont l'information aussi, puisqu'ils le voient, que le joueur sort blessé. Donc, eux aussi, dans la communication avec l'arbitre, doivent se dire
bah, passage du jaune au rouge, quoi, vu la blessure. Troisième info, ils peuvent se dire aussi, mais quand même, on voit que le ralenti, qu'il était quand même parti vers le but, que finalement, il y a peut-être comme une annihilation d'action de but sur cette faute-là. Ce qui est pas évident pour l'arbitre central, hein. Je répète encore une fois. C'est-à-dire que l'équipe de la VAR a 3 informations. L'annihilation de l'action de but, plus évidente que pour l'arbitre du terrain. Les 2 pieds décollés du sol, la blessure de Delaine qui fait que il ne peut pas reprendre le jeu. Pourquoi ne disent-ils pas cette information-là à l'arbitre central? C'est là, pour moi, la grande question. Ah bah, c'est une question qui restera sans réponse, malheureusement. C'est ça le truc. Après, effectivement, on avait déjà vu des cas lors de précédents matchs où l'arbitre avait dit, je sais plus c'est quel match, peut-être que tu t'en souviens, Grenade Forever, où l'arbitre dit, ah non, mais je suis sûr de moi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai un doute, Mais je vois ce que tu te rappelles de ce match-là où il dit à l'équipe de la VAR, justement, ah non, mais pour moi, je suis sûr, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et il n'y a pas de retour à. Et il n'y a pas de. Finalement, l'arbitre ne va pas voir directement l'écran de la VAR pour se donner une idée sur ce qui s'était passé. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en gros, peut-être que l'équipe de la VAR lui dit, en fait, il y a ça, 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 ça. Ou effectivement, ça se trouve, même cas de figure que ce que je viens de te dire à l'instant, Grenade Forever, il a dit, ah non, mais moi, je suis sûr de moi, ça mérite jaune, ça mérite jaune. Dans tous les cas, c'est pas compréhensible, quoi. Absolument pas. Et je reviens à ce que disaient certains par rapport au cas Delaine Fofana. La faute de Delaine sur Fofana, première journée de championnat contre Strasbourg. Il y a quand même des facteurs qui poussent encore plus au carton rouge que dans le cas de Fofana. C'est déjà que la faute de Delaine sur Fofana, elle n'est pas dans un cas de annihilation d'une action de but ou pas. D'accord ? Donc il y a déjà ça qui joue. Et je suis pas sûr. Et donc je pense que ce facteur-là qui diffère du cas de Delaine sur Fofana aurait dû être encore plus un motif à mettre carton rouge. Tu vois, que ce qui s'était passé avant. Donc là, clairement, il y a pas grand-chose à comprendre. C'est vraiment incompréhensible ce qui s'est passé. Je vois que sur le chat, vous êtes un peu aussi en mode, enfin voilà, c'est pas ce qui s'est passé. Bon, on a vu évidemment Nabil Djellit, je crois qu'il s'est excité en disant pour la deuxième fois, puisqu'il s'est déjà exprimé Grenade Forever sur le penalty sifflé pour Lyon avec la faute de Kaby sur Memphis Depay. C'est ça. Il avait déjà dit que c'était un scandale. Bah là, encore une fois, effectivement, un deuxième scandale qui fait que c'est très embêtant pour Metz, quoi, parce que alors, je sais pas ce que t'en penses, Grenade Forever. C'est pas sûr que ce carton rouge-là change totalement la physionomie de la rencontre. Et justement, ça aurait peut-être été encore pire. On aurait été à 11 contre 10. On se serait peut-être dit, on va essayer de prendre un peu plus de risques offensifs. Et c'est peut-être là qu'on se serait fait prendre en compte, justement. Oui, et en plus, Lille aurait pas cessé de jouer offensive le reste du match, puisque Lille cherchait quand même à se rassurer par rapport à ses résultats précédents, et donc jouer à domicile. Ils ont le potentiel offensif qu'ils ont. Ils se seraient pas arrêtés en jouant hyper défensif en disant on va maintenir le 0-0 contre le FC Metz, quoi. Non, mais de toute façon, voilà, on ne sait pas ce qui se serait passé. On n'a pas la réponse. Ça aurait peut-être changé les choses dans le bon comme dans le mauvais sens. Après, Metz à 11 contre 10 n'a jamais été forcément très bon quand vous faites le parallèle par rapport aux années précédentes. Donc, c'est un fait de jeu. Il y en aura peut-être qui seront pour nous à l'avenir, où on n'aura peut-être pas à s'en plaindre. Là, il était contre nous, c'est comme ça. Mais bon, moi, ce qui m'embête, j'ai pas envie de taper sur l'arbitrage. Ce qui me fait le plus chier, c'est la blessure et la gravité ou non de ce que Thomas Delaine va avoir. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Je suis pas docteur, mais bon, vu comme il se tenait les mains sur le visage, ça augure rien de bon. Rien de bon. Oui, parce que ça, c'est le deuxième point par rapport à cette affaire. Grenade Forever, c'est pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles sur l'étendue de sa blessure. Il y a Yann Soufre sur Twitter qui a réussi à
a chippé une information au FCMS, à savoir que les examens complémentaires devaient être menés en début de semaine pour essayer de savoir ce qu'il avait vraiment, mais pour l'instant, pas de nouvelles sur son état. Heureusement que la trêve est là, quoi. Ouais, puis moi, ceux qui j'entends dire la entorse de la cheville, je suis pas docteur, mais franchement, une entorse de la cheville, ça serait vraiment le moindre mal. On toucherait du bois pour que ça soit ça, parce que j'ai regardé les images. Ça fait quand même froid dans le dos la blessure, hein. Donc j'espère vraiment pour lui que c'est qu'une entorse, hein, parce que sinon, Ou alors une grosse entorse. ou une grosse entorse, et dans ce cas, ben, on le laisse au frigo à la trêve hivernale et il revient tranquille. Mais si c'est malheureusement, s'il y a des trucs qui sont touchés, comme des ligaments ou des trucs comme ça, attention, hein. Ouais. Mais donc ça va On n'avait pas besoin de propulser. ça, quoi. On n'a pas besoin de ça. Ce qui va propulser Udol normalement titulaire pour la réception de Reims. Et ça, dans le malheur de Delaine, c'est quand même la belle histoire, quoi. Ah bah Udol qui. La belle histoire. Ouais. Comme quoi. Mathieu, bah ouais, c'est le football, c'est certaines histoires. Mais je tiens à signaler qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus qu'un latéral droit et un latéral gauche de disponibles. Et on n'est même pas encore à la trêve hivernale. Je dis ça, je dis rien, hein. Enfin après il y a la réserve, mais bon, sujet sensible pour certains. Et on va en parler, mais donc on va faire 4 matchs en 2 semaines avec un seul latéral droit et un seul latéral Oui, gauche oui, de disponibles. on va en parler, Donc vous allez. Oui, ça va être c'est assez très bien, corsé. c'est très bien. Avant d'en venir à cette partie justement, on va parler de l'avenir. Terminons Très par bien. un petit top et un petit flop, donc un top et un flop chacun. Grona Forever, qui est ton top, qui est ton flop sur cette rencontre? Oh bah mon top Alexandre Oukidja, hein, je pense que de toute façon on aura peut-être le même, mais bon. J'aurais pu dire certains défenseurs, mais bon, Oukidja sort quand même 5 arrêts qui sont déterminants et qui permettent au FCMS de rester dans le match. Ouais. Le point pris en partie grâce à lui nous permet de sortir de la zone rouge. Donc Alex Oukidja, hein, en top. Ouais, là je suis un peu partagé, comme le dit Clément, entre la charnière Sunzu Boy qui a quand même bien résisté à une attaque de Lille qui sur le papier fait quand même très très peur, ou Kidja. J'ai envie de dire la défense en général. La charnière défensive plus le gardien. Je suis pas forcément très convaincu que ce soit toujours le gardien qui doit Mmh. sauver les pots cassés. Je pense qu'il y a aussi un rôle de l'équipe en général sur l'aspect défensif. Et on le voit bien sur les tirs non cadrés. Les tirs non cadrés sont dus aussi à du travail défensif qui empêche l'adversaire de bien se positionner pour cadrer ses frappes. Donc la défense, je dirais en général. Et en flop, en flop. Mmh. C'est compliqué. C'est dur. C'est dur. Vraiment, c'est compliqué. Nostraoré, peut-être. Peut-être Nostraoré, ouais, que j'ai trouvé Qui a pas été forcément à son ouais. un peu plus en dedans par rapport aux autres matchs. Bon, après, difficile pour lui de se montrer dans un match où tu penses plus à défendre, mais bon. On aurait pu penser qu'avec sa qualité un peu technique, il aurait pu justement nous permettre peut-être de garder peut-être un peu plus le ballon dans certaines situations. Je l'ai trouvé un peu en dedans, un peu. Après, physiquement, il enchaîne beaucoup en ce moment. Il a peut-être un petit coup de pompe. Vaut mieux que ça soit sur le match-là, tu me diras d'ailleurs. Mais bon, c'est plus un flop, on va dire, par défaut qu'un vrai flop. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La plupart sur le chat, vous êtes tous d'accord pour dire que le flop, c'est l'arbitrage. Ah, bah, je voulais dire Monsieur Bata, mais bon, on avait déjà assez parlé. Franchement, comme je l'ai dit juste avant, hein, pour moi, autant Monsieur Bata se trompe sur le terrain et il est sur le terrain, autant j'ai aucune excuse pour les personnes qui sont à Paris qui regardent le match à la télé. Voilà. Donc, le corps arbitral en général, en incluant ceux de la VAR dedans, bien évidemment. Et il y avait penalty qui aurait pu être sifflé sur Ingat en première, dit Riggs. C'est vrai qu'il y a cette faute aussi, ouais. Mais après, on va dire que ça s'équilibre hein, sur ce match. Malheureusement, il y a cette faute-là qui tape plus à l'œil que d'autres choses. Quoi.
Yams qui dit il n'y a pas vraiment de flop, le match s'est passé dans la partie FC Metz en bloc bas, tous ensemble. Ouais, c'est ce qu'on veut. Encore une fois, on veut que Metz joue en bloc face à un adversaire qui est individuellement meilleur mec que lui. Et pas forcément jouer en bloc bas, hein, parce que jouer en bloc, ça veut pas forcément dire jouer bas. Vous pouvez jouer en bloc vers le milieu de terrain. C'est juste qu'il faut pas laisser d'espace, faut pas laisser trop d'espace à l'adversaire, donc il faut jouer assez resserré. Et Metz l'a fait. Et bon, après, Oukidja aide bien le FC Metz, mais dans l'ensemble, défensivement, l'équipe a été performante, c'est ce qu'on peut dire en tout cas. Et Atlantis qui dit flop, j'ai pas aimé l'attitude globale des Lillois. Bah, il faut comprendre les Lillois qui sont un peu énervés de leur campagne européenne qui malheureusement n'est pas une très grande réussite. Leurs derniers résultats qui ne sont pas non plus extraordinaires. Hein. Je pense que si vous regardez leur situation actuelle au niveau du classement, ils ont fait, si je compte le match contre Metz, une victoire sur leurs 5 dernières rencontres. Assez faible pour une équipe qui était sur le podium la saison dernière. Voilà. Donc ils sont sur une mauvaise passe. Et forcément, ne pas réussir à marquer contre Metz, qui est censé être une équipe qui prend quand même beaucoup de buts, si on compare au reste des équipes du championnat, ça peut énerver. Donc